Donc, bonsoir. Donc, vous êtes bien à l'émission What is Back in Town. Donc, c'est Alain Marc qui est là ce soir avec nous. Bonsoir, Alain Marc. Bonsoir. Et aussi Paul, bien évidemment. Bonsoir, Paul. Bonsoir. Et Rudy qui est quelque part aussi dans les. Enfin, il est là. il est là. Voilà. Donc, nous recevons aujourd'hui Alain Marc, qui est poète et écrivain, qui a publié une petite vingtaine de livres, surtout de la poésie, mais aussi des essais et des textes courts. Donc, bonjour Alain. Et dites-nous un petit peu sur ton travail d'oralisation de la poésie. Oui, c'est surtout sur cela que je voulais axer notre petite conversation aujourd'hui, parce que je sépare vraiment l'écriture de la poésie de son oralisation. Pour moi, ce sont deux activités totalement différentes, enfin presque totalement différentes, comme un pianiste qui interprète une partition écrite par quelqu'un d'autre. Sauf que là, c'est moi qui écris les textes. Alors, je dirais que assez vite, j'ai senti la nécessité de réaliser ma poésie. Ça remonte ça très très loin. Et ce qui se passait, c'est que j'écris des poèmes qui peuvent faire 80 pages, 100 pages, même plus. Et donc, il y a une continuité. Je mets 3 points de suspension pour dire que le poème continue, on tourne la page, etc. Et même cela, c'était pas compris. Alors, je me suis dit, mais il faut que je lise ma poésie moi-même. Et que je la lise directement à un public, que je ne passe pas par des intermédiaires éditeurs de revues qui me refusaient mes textes, qui me disaient mais c'est pas de la poésie. Alors je disais mais ah bon, c'est pas de la poésie. Bon, et mais si, voyons. Et j'en étais intimement convaincu quand même. Donc je dirais que je me suis lancé comme ça, je suis parti, j'ai fait une lecture dans un théâtre contre le racisme d'ailleurs, ça remonte à loin. Mais le problème, c'est que je me suis lancé en autodidacte et puis ma voix était un peu coincée, peut-être un peu là, comme là maintenant. Non, je commence, je ne suis pas encore bien chaud. Et donc en 2000, il se passe que la ville de Beauvais a commencé à me faire appel pour me rémunérer une lecture ou quelque chose. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai connu un jeune saxophoniste. Et c'était pour moi, c'est le départ vraiment de mon travail de réalisation. Ce que j'ai fait avant était encore moins bien. Et donc j'ai ce jeune saxophoniste qui s'appelle Béranger Bonneau. On louait des studios de répétition et on commençait à travailler. Alors il y avait des jeunes qui tapaient à la porte, on veut jouer maintenant, ça fait longtemps. Mais donc j'ai dit à Béranger, on va travailler sur la poésie de Abdelatif Lahabi. Et à l'époque, j'avais sorti un essai qui s'appelait Écrire le cri, c'est mon premier livre publié. Et vous allez voir, c'était très cri. Mais j'aime bien. Alors, le son n'est pas très bon, je m'en excuse, parce que c'était enregistré sur une cassette audio à l'époque. On n'était pas encore en numérique. mais c'est mieux analogue, c'est mieux quand même. Oui, oui. Pour les puristes. Pour les vinyles d'ailleurs. Mais là, voilà, sur la cassette, on entend un petit bruit, mais je l'ai gardé parce que c'est le seul travail que j'ai fait sur... voilà, c'est comme ça que j'entends la poésie d'Abdelatif Lahabi. Parce que Abdelatif Lahabi, je peux dire, c'est un Marocain qui a été emprisonné 12 ans, qui a subi de la torture sous Hassan II. Et donc, par exemple, il y a un poème qui s'appelait La balade des os cassés. Bon, c'est assez suggestif. Et je ne supportais pas que ça soit lu ou même presque chanté, et que lu normalement. Non, il fallait faire un travail plus en profondeur, plus criant. Et donc, mais voilà ce que ça donnait. Ça commence par un son strident de Béranger que j'aime beaucoup. Peut-être on pourrait le faire écouter. Eh oui, allez. Donc, écoutons. Donc, le morceau s'appelle Abdelatif Lahabi. Oui. Et voilà. Et c'est l'arbre de fleuri. Oui, ça s'appelle L'arbre de fer fleuri. Puis vers toi ma longue marche,
pour mériter la parole. Moi, qu'étais-je avant de te connaître? Une grappe de colère, flagellant les ruines. L'homme à Troie et à Kaboul, m'ayant ouvert le corps, trafiqué les organes, desserré le cerveau, m'ayant laissé pour mort sur la marge de l'asphalte, quelques livres, quelques vivres, pour mieux organiser mon érosion. Qu'étais-je? Une grappe de colère flagellant les ruines, maudissant la cité, la haine prenant corps, lançant anathème sur anathème à la tête des couardises, des traîtrises et des valeurs fossiles, la haine prenant corps, la mort de Dieu et la nouvelle barbarie, ni cela, ni ceci, dans le labyrinthe de l'orgueil. Voilà. Alors voilà, on voit que quand même, je reste toujours sur le même, j'allais dire, statut sonore. Il n'y a pas beaucoup de variations au niveau de la voix, pas beaucoup de liberté. Mais c'était assez rentre-dedans, mais ce n'était que rentre-dedans. Alors, bon, je me suis dit, non, il faut absolument que j'essaye de faire autre chose, J'étais assez coincé, à vrai dire. Je marchais, mais voilà, mon corps était coincé. Et je me suis dit, il faut que je fasse des formations théâtrales, que je me fasse aider. Et alors j'ai rencontré ça faisait déjà longtemps que je connaissais un chanteur à Beauvais qui s'appelle Philox. Et je lui en ai parlé, et il m'a donné un peu son parcours de coach vocaux. Et donc j'ai suivi exactement ce qu'il a suivi. C'est-à-dire je suis allé voir le Roy Art Théâtre, dans les années 70. Mais moi j'ai fait ça beaucoup plus tard, enfin des adeptes. J'ai fait du souffle-voix. Et j'ai travaillé avec quelqu'un qui fait du théâtre aussi, de la mise en scène, qui était plus sur le théâtre pauvre, donc sur les techniques de Grotowski. Et avec tout cela, ça m'a un peu dérouillé, c'est-à-dire que quand je lisais debout et que j'avais envie de lever le bras, ou en même temps de faire un geste, je faisais ce geste. Voilà. Et alors après, je fais un petit bond un petit peu plus loin. À l'époque, voilà, une famille, des enfants, on allait en maison familiale. Et en maison familiale, j'avais aussi envie de participer à ma façon, c'est-à-dire je voulais porter la poésie à tous les publics. Et donc je la portais aussi, il se trouvait toujours une soirée où je faisais quelque chose. Et un beau jour, en 2006, je rencontre un musicien. Et on se dit, tiens, mais on peut faire quelque chose ensemble, si tu veux. Tu lis un texte, je fais une impro musicale, tu relis un texte, je refais une impro, et puis on a fait un petit spectacle d'une demi-heure comme ça, qui a été bien apprécié. Et donc c'est un flûtiste et saxophoniste, et qui s'appelle André Véchaud. Et ensuite, quand on est rentré chez nous, on a gardé contact, et il m'a dit, si tu veux, on peut faire un enregistrement à la maison. J'étais assez intéressé. Et là, j'ai eu un peu aussi un premier choc, c'est-à-dire je suis arrivé, il y avait un studio d'enregistrement avec un Macintosh, et avec un super bon micro, et quand j'ai entendu la restitution, c'était bien autre chose que ce que j'avais comme matériel analogique à l'époque. Et j'ai été séduit, et on a enregistré, maintenant c'est devenu, il y a 3/4 d'heure de tous les regards hallucinés qui sont des poésies beaucoup plus courtes, ont été enregistrés avec une improvisation comme ça, live, direct. Et voilà, ça a donné aussi quelque chose comme ça. Donc les regards hallucinés, c'est une poésie qui joue avec le choc des mots. Et j'aime assez ce que ça a donné. Donc du coup, peut-être on pourrait les... On pourrait les passer aussi. Oui. Il y a 2 morceaux, je crois que j'ai mis un avec une flûte et un avec un saxo. Oui. Du coup, je commence par celle qui est piste 29, ouais, c'est ça? Oui.